Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bilan de cette mi-année 2023. J'avais tourné cette vidéo l'année dernière et j'avais beaucoup aimé la tourner. Vous parler un petit peu de mes coups de cœur de cette moitié d'année, un petit peu des petites statistiques que j'ai pu faire. Voilà, donc je vais commencer tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais tout d'abord vous parler un petit peu de mon rythme de lecture de ces derniers mois. J'ai fait quelques statistiques parce que voilà, je me suis créé un tableau sur Numbers qui est un petit peu comme Excel. Et donc, je vais vous donner ces quelques chiffres qui, moi, m'intéressent. Et puis, je vais vous parler de 11 romans, de 11 coups de cœur. Alors, j'ai dû faire des choix par rapport à certains romans. Mais voilà, je vais vous parler des 11 livres qui m'ont le plus touchée, ceux que j'avais envie de remettre en avant ici, ce dont j'avais envie de vous parler ici. Et donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire et va vous donner plein d'envie de lecture. Durant cette moitié d'année, j'ai lu pas moins de 79 livres. Donc, il y a tout qui rentre dedans, les bandes dessinées, les mangas également, les essais aussi. 79, j'avoue que je ne pensais pas être à ce chiffre. Je pensais être à une cinquantaine de romans, mais voilà, j'ai tout compté, j'ai recompté et je suis à 79 romans avec, et c'est ça qui est intéressant, 68% d'autrices et 32% d'auteurs. Donc voilà, j'ai quand même lu des auteurs et ça je suis assez contente parce que c'était un des objectifs que j'avais, c'était de lire le plus possible d'autrices, mais de lire également des auteurs. Et l'autre petite chose que j'ai calculée, c'est un peu les genres. Alors, il y a plein de genres tels que les policiers, les classiques, les essais, où j'ai lu vraiment 1, 2, 3 romans, 3 livres en tout cas. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que sur 79 livres, j'ai lu 26 contemporains et 30 romans historiques. Ce qui fait en tout 56, donc beaucoup plus que la moitié des 79 romans. D'où le fait que les autres catégories sont beaucoup plus petites. Et puis, j'ai quand même lu 12 graphiques. Donc, si on compte 12 graphiques, ça veut dire 2 par mois en moyenne, ce qui était mon objectif. Justement, c'était de lire plus de graphiques. Et donc, voilà, assez contente. C'est dû aussi forcément au challenge du début de l'année de Flo et Angie qui avaient lancé un challenge sur les 7 premiers jours de janvier pour lire un graphique par jour. Donc forcément, ça a un peu fait gonfler. Mais 12 graphiques, je suis assez fière de moi. Et voilà, maintenant on va passer aux romans dont j'avais envie de vous parler ici, de vous reparler. Romans qui m'ont accompagnée, qui m'ont touchée tout au long de ces 6 premiers mois. Et voilà, je suis assez excitée à l'idée de vous en reparler. J'espère que je vais réussir à trouver les mots malgré le temps qui est un petit peu passé. Je voudrais d'abord vous parler d'un gros coup de cœur pour moi. Oh, d'ailleurs, je l'ai cherché partout. Voilà. Comme quoi, parfois, c'est pas mal de reprendre les livres qu'on a déjà lus. L'enfant thérapeute de Samuel Dock, qui est un roman à l'écriture habitée, brûlante, qui m'a complètement captivée. Un roman autobiographique où l'auteur nous parle de lui, de sa relation avec sa mère et de sa mère, tout simplement. Cette relation extrêmement compliquée qu'il a eue avec cette femme, de sa vie à lui, de ses questionnements personnels. Samuel Dock est un psychologue et on voit dans son roman toute la psychologie qui est amenée, toute cette part de mystère et en même temps de réponse qu'il peut donner, toute cette capacité qu'il a de faire un pas de côté, c'est extrêmement intéressant. C'est un roman violent, une violence qui gronde, une violence qui nous habite, une violence qui vient nous percuter. C'est un livre extrêmement fort, puissant, j'ai trouvé, et pourtant vraiment les sujets, c'est la vie quotidienne, c'est des questionnements quotidiens, mais c'est tellement fort dans ce qui est retransmis, dans les émotions transmises. J'ai été subjuguée par l'écriture, j'ai été subjuguée par ce que l'auteur vient nous conter. C'est un auteur que j'ai découvert avec ce roman et en fait, je sais pas, je suis allée dedans un peu comme ça. Et puis, j'ai été complètement happée par le roman, happée par l'écriture de l'auteur. Et ça a été un énorme coup de cœur, un de mes premiers gros coups de cœur du mois de janvier. Je voudrais également vous parler de Les Fêlures de Wakefield Manor de Sarah Yarmont. C'est publié aux éditions Hurlevent et ça a été un énorme coup de cœur. J'avais découvert l'autrice avec Amour, gluten et sororité qui était sorti en auto-édition. Un roman somme toute très frais
assez humoristique, assez sympathique à lire, mais vraiment l'autrice a bien caché ses capacités d'écriture, qu'elle nous a révélées avec Le cœur singulier de Millie Davis, qui a été un incroyable coup de cœur pour moi l'année dernière, qui a été une vraie rencontre avec Millie, et avec tous les personnages d'ailleurs du roman. Et puis là, Sarah Yarmond vient nous montrer à quel point c'est une grande autrice qui a la capacité de valser un petit peu d'un genre à l'autre, d'un style à l'autre, d'un univers à l'autre. Ici, on est vraiment sur un roman extrêmement mystérieux, extrêmement sombre. On est plongé en Angleterre auprès Honoria, Belfort, qui est une jeune veuve et qui va être embauchée comme préceptrice dans une grande demeure auprès d'une grande famille. C'est une femme de la bourgeoisie, donc normalement elle devrait se remarier et faire sa vie, mais elle a envie de travailler, elle a envie de faire quelque chose, d'être utile. Et après avoir un petit peu enseigné aux enfants à côté de chez elle, elle a envie de pouvoir transmettre son savoir en tant que préceptrice. Et elle va donc arriver dans ce manoir, à Wakefield Manor, et elle va se retrouver entre les murs de ce manoir, dans ses mystères, dans ses questionnements. C'est vraiment un roman que j'ai lu. J'ai été à Amsterdam avec ma cousine. On était en voyage toutes les deux pour ses 18 ans. Je lui ai offert ces vacances-là pour fêter son anniversaire. Et puis, on y allait en bus parce que c'était très cher. Et j'ai lu ce livre dans le bus. Je l'ai dévoré. Ça a été assez incroyable parce que je disais à ma cousine, mais c'est fou l'écriture de l'autrice, cette ambiance dans laquelle elle réussit à me mettre, euh, cette, ces émotions, il y avait quelque chose de très mystérieux, de très noir qui m'enveloppait, qui me prenait au cœur. Euh, et c'était vraiment grandiose en fait, vraiment extrêmement fort. On est vraiment sur un roman qui nous plonge dans une ambiance victorienne à souhait, dans une ambiance gothique, une ambiance anglaise, brumeuse. J'ai été captivée. Je ne peux que vous conseiller ce roman de Sarah qui est donc sorti aux éditions Hurlevent et qui a été un énorme coup de cœur pour moi. J'ai également découvert cette année Le monde que l'on porte de Alia Cardin, qui est l'autrice, c'est publié chez Robert Laffont, et c'est également l'autrice de Mademoiselle Papillon et de Archie, qui ont été deux énormes coups de cœur aussi l'année passée. J'ai découvert cette autrice donc avec ce troisième roman que je lis d'elle, et ça a été encore une incroyable rencontre, encore une incroyable découverte. L'autrice aborde avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse, beaucoup d'authenticité et de justesse les questions de la maternité, les questions de l'éducation. C'est vraiment ces convictions qu'elle met en avant, et ce n'est pas pour les imposer, c'est pour questionner les choses. Elle ne nous impose pas un point de vue, elle ne nous impose pas des réponses, elle nous ouvre justement au questionnement. Ça a été d'incroyables rencontres dans ce roman avec la famille des Rosa, avec Rose notamment, et puis avec Ella, qui est une jeune femme qui m'a beaucoup touchée, qui a un peu des malaises à répétition, notamment dans sa classe, et puis qui va se rendre compte petit à petit que ses élèves n'ont pas forcément envie de rentrer dans des cases, ont besoin de liberté, ont besoin de faire des choix, de choisir pour eux ce qu'ils veulent pour eux. C'est un roman sur la maternité et également en fait sur la liberté de choix, sur la liberté d'apprendre, de comprendre, sur l'amour, et puis ces rencontres qui nous touchent, qui nous bouleversent, qui nous font avancer. Voilà, c'est un magnifique ouvrage qui est vraiment lumineux et qui m'a transportée en 250 pages, un petit peu plus. L'autrice a réussi à me prendre aux tripes, à me prendre aux tripes, à me captiver. Et ça a été un gros coup de cœur pour moi, un coup de cœur de tendresse, un coup de cœur de bienveillance. Et c'est incroyable, voilà, Alia Cardin est une femme d'une grande pureté, d'une grande
tendresse et on le ressent tellement dans ces romans. Je voudrais maintenant vous parler d'un roman qui est sorti aux éditions J'ai lu. Il s'agit de La femme que nous sommes de Emma de Ruchy et waouh. Un livre qui est une petite bombe. Il fait à peu près un peu plus de 200 pages et c'est une bombe. On est auprès de Elisa, une femme qui a somme toute une vie plutôt ordinaire, plutôt parfaite. Elle a un métier qu'elle aime, une petite fille de 3 ans qui fait son bonheur, un mari dévoué. Mais ce sont des apparences et Elisa cache des choses dont elle n'a jamais parlé. Et puis un jour, elle va prendre une décision et c'est un petit peu un roman choral qui nous plonge auprès des gens qui l'ont connue et des gens qui nous parlent d'elle tout en nous parlant d'eux. C'est un magnifique ouvrage, extrêmement brutal, extrêmement violent, autant qu'il est doux et qu'il est très poétique par moments. La tension monte progressivement parce qu'on se rend compte très rapidement que ce mari parfait n'est autre qu'un homme qui, de façon très insinueuse, a mené la violence d'une violence psychologique à une violence physique extrême et que Elisa, par peur que sa fille le sache, par peur que sa fille... en fait, par crainte pour la vie de sa fille, ne va rien dire. Et puis un jour, tout va voler en éclats. Un jour, elle n'en pourra plus. Et un jour, elle va tout quitter. Elle va tout envoyer valser. C'est un roman extrêmement brutal et en même temps tellement nécessaire. C'est un roman qui m'a pris aux tripes et qui mérite vraiment d'être lu. Parce qu'il est extrêmement important et que voilà, personnellement, en fait, j'ai vraiment adoré l'écriture. Il y a vraiment un vrai rythme, quelque chose qui nous tient, qui nous prend et on a envie de savoir la fin. Je voudrais maintenant vous parler d'un livre, c'est assez étonnant d'ailleurs que je vous parle de ce roman parce que c'est pas mon habitude, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour Les poupées de Alexis Lepsker. C'est publié chez Pocket et en fait, il s'agit d'un polar. Ce n'est pas du tout mon genre de prédilection, mais pour le coup, je l'ai découvert et j'ai absolument adoré. Je vais pas vous faire trop le pitch. On est en Provence et près d'une chapelle abandonnée, on va retrouver plusieurs corps, 6 morts en tout. Et on va suivre le commissaire Venturi et une jeune criminologue, Olivia Montalver. Et ce petit duo assez cocasse va mener l'enquête. J'ai trouvé le rythme incroyable. J'ai trouvé... En fait, c'est un roman policier qui m'a bluffé parce que ça faisait longtemps que j'avais pas réussi à tenir dans un roman policier. Et là, je l'ai dévoré. J'ai pas réussi à m'arrêter dans ma lecture. J'avais besoin de connaître la suite. J'ai adoré ma rencontre avec Venturi et Olivia, qui sont 2 personnages extrêmement différents, mais qui se complètent dans cette enquête. J'ai aimé le rythme donné à cette enquête, le rythme donné au roman. J'ai aimé rencontrer ces personnages, tout en en apprenant plus sur cette histoire. L'intrication entre tous les événements qui se croisent, se recroisent et se répondent. J'ai vraiment adoré, ça a été un gros coup de cœur. C'est un polar, donc c'est un peu difficile pour moi d'en parler parce que c'est pas mon genre de prédilection, que je connais pas vraiment. Et donc j'aurais peur de dire des choses qui ne sont... Enfin voilà, je sais pas, qui sont pas vraiment adaptées. Mais en tout cas, un incroyable roman. Tout ce qu'on demande à un polar, c'est noir, c'est gore. Et Alexis Lepsker a une écriture, mais qui m'a bluffé, qui m'a mise au piquet et vraiment je ne peux que vous le conseiller si vous aimez les polars ou si vous avez envie de découvrir les polars. Vous commencez bien sûr par un roman très sombre si c'est le cas, mais je ne peux que vous le conseiller quand même. Je vais maintenant vous parler d'un gros coup de cœur. Un roman qui est écrit par Heather Marshall, Le réseau Jane, c'est publié chez Charleston. C'est un roman où le passé vient répondre au présent. C'est un roman extrêmement dur, extrêmement touchant sur la liberté de choisir pour son corps. On nous parle de maternité, on nous parle d'avortement, on nous parle du droit de disposer de son corps, on nous parle du féminisme, de la féminité, et puis on nous parle de tout ce qui est l'interdiction de l'avortement, tous les combats qu'ont dû mener les femmes pour permettre à d'autres femmes de pouvoir avorter, de pouvoir choisir pour elles. C'est aussi l'histoire de ces femmes qui ont dû
accouché en secret parce qu'elle n'avait pas le droit d'être enceinte, parce qu'elle n'était pas mariée, parce que pour plein de raisons en fait, elles ont eu des relations sexuelles, elles sont tombées enceintes, c'est la honte, et donc vous allez accoucher et vous allez devoir laisser votre enfant. C'est des histoires comme ça qui se répondent, qui s'entrechoquent, qui nous parlent de cette envie viscérale de garder son enfant, ce besoin viscéral de garder son enfant, et en même temps ce besoin et cette envie viscérale d'avorter. Et ces questions-là s'entrechoquent, et en même temps, elles font partie d'une même question, celle de choisir, celle d'avoir le choix de choisir entre être mère ou ne pas l'être, comment l'être, quand l'être. Et voilà, c'est vraiment un roman qui fait écho donc à l'histoire des États-Unis. Le réseau Jane a vraiment existé. Ici, on est au Canada, donc c'est exporté un petit peu de l'autre côté de la frontière. Mais voilà, ça s'inspire de ce réseau qui a vraiment existé et qui malheureusement va avoir sûrement besoin de réexister aux États-Unis suite à toutes les lois qui sont passées depuis quelques mois et qui viennent mettre un frein au droit à l'avortement. C'est même plus que mettre un frein, c'est que les femmes qui souhaitent maintenant avorter dans certains États risquent très gros. Et donc voilà, c'est assez effarant, et c'est vrai que quand je l'ai lu, j'ai été très émue parce que je me suis dit mais que tous les droits qu'on a ne sont jamais acquis et qu'on ne peut jamais prendre un droit même qui nous semble fondamental pour acquis. Les États-Unis, c'est quand même un pays extrêmement moderne, qui nous semble en tout cas moderne à nous, de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, il est extrêmement arriéré et il revient sur des droits qui nous semblaient, j'imagine, fondamentaux pour les Américaines, pour les Américains, et puis qui aujourd'hui sont remis en question et ne font plus partie de ces droits fondamentaux. Et voilà, c'est effarant. C'est de là que ce roman est nécessaire. C'est peut-être pour ça que j'ai eu un coup de cœur. J'ai trouvé l'écriture incroyable, j'ai trouvé les rencontres incroyables, les personnages extrêmement bien travaillés. Voilà, j'ai été touchée par tout ce que ce roman renferme. J'ai été émue, j'ai pleuré beaucoup. Et pour que je pleure dans un roman, il faut vraiment y aller. Mais là, je ne pouvais pas me retenir, ça a été vraiment incroyable. Je suis vraiment, voilà, une fresque de femmes entre les années 60 et 2010. C'est vraiment plein de femmes, voilà, dont les destins vont se croiser, se recroiser, s'entrechoquer. Et puis, c'est ça qui est incroyable, c'est à quel point ces destins-là peuvent se heurter et en même temps se mettre ensemble, s'insinuer les uns dans les autres et se répondre avec tellement de beauté, tellement de force. Ces femmes qui sont d'une résilience incroyable, d'une bonté incroyable, d'une force incroyable. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur pour moi que je ne peux que vous recommander. Je voudrais maintenant vous parler de Je me souviens de Fallujah de Ferhat Alani, qui est un roman qui est publié aux éditions J.C. Lattès et qui a été un énorme coup de cœur. Déjà, l'auteur nous emmène en Irak. C'est un pays que je ne connais pas assez. Il nous amène au moment de la dictature de Saddam Hussein en 1970 et on suit le jeune Rami qui est aujourd'hui réfugié politique en France, qui a une famille et qui commence un petit peu à perdre ses souvenirs, à perdre son esprit. Et son fils va essayer de remonter un petit peu le fil de son histoire, comprendre sa vie en Irak, comprendre pourquoi il a fui, comprendre sa fuite, la vie qu'il a eue en France, l'accueil qu'il a eu en France. C'est vraiment un roman d'une grande poésie. J'ai vraiment trouvé l'écriture d'une grande beauté, d'une grande pureté. Ferhat Alani est vraiment un auteur qui m'a énormément touchée, qui a écrit également Le parfum d'Irak, et Fallujah, ma campagne perdue. C'est un roman, donc c'est un auteur qui est donc irakien, qui est né en France en 1980. Et c'est vrai que ce roman est venu réveiller des choses aussi sur... en fait, il vient questionner la transmission, il vient questionner nos racines, notre passé et celui de nos ancêtres.
à quel point ce passé est important pour notre construction, pour ce qu'on est, pour ce qu'on veut devenir, et puis pour ce qu'on veut transmettre à nos enfants et à nos proches. On va valser comme ça, d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre, dans la vie de Rami et de son fils Euphrate. Et on va valser entre la guerre, l'exil, l'immigration, l'arrivée en France, le racisme, et c'est toutes ces questions qui sont abordées avec un voile, un espèce de petit nuage, j'avais cette impression, malgré que ce livre est très dur, il est extrêmement beau, et c'est une histoire comme enveloppée dans quelque chose, dans un écrin voilà, qu'on lit avec beaucoup de délicatesse et de pureté, parce que cet écrin, on n'a pas envie de le déchirer, on n'a pas envie de le briser. Je voudrais maintenant vous parler de La chanteuse de bal de Julien Rampin. C'est publié aux éditions Charleston et ça a été également un de mes coups de cœur cette année, comme les 2 précédents romans de l'auteur. Alors, c'est un roman qui nous plonge dans un petit village français à Beautemps, donc c'est près de Toulouse. Et on suit notamment 2 sœurs, Claude et Claudine, qui sont des jumelles et qui voilà, aiment un petit peu faire les cancans, s'asseoir devant chez elles et puis observer un petit peu ce qui se passe, comprendre ce qui se passe dans le village. Et puis on va rencontrer plein d'autres personnages qui gravitent un petit peu. On a Juliette, qui est un peu le sosie de Marilyn Monroe, on a Simon, et puis on a cette femme qui va arriver dans le village et qui va être un petit peu le point central de ce roman. Il s'agit de Gloria. Gloria qui est une femme qui m'a énormément touchée. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire, mais c'est vrai que l'auteur réussit, comme dans ses autres romans, à nous plonger auprès de vrais personnages. Des personnages qui nous semblent exister, qui nous semblent d'ailleurs se matérialiser sous nos yeux. Ils deviennent réels et ils le sont parce que l'auteur s'inspire de la vie des vrais gens, des vraies émotions, des vraies rencontres. Et il aborde des questions qui sont vraiment très chères à son cœur. Je pourrais en citer beaucoup et en même temps, j'ai pas envie d'en citer parce que ce serait vous dire des choses sur ce livre. Mais c'est vrai que dans ces 3 romans, il nous parle de ces rencontres qui forgent, il nous parle de ces mystères qui enveloppent la vie, qui enveloppent l'être humain, de ces catastrophes qui peuvent faire naître des choses magnifiques. Il nous parle des mensonges, de la transmission, il nous parle des questions de genre, de sexualité. Voilà, il nous parle d'énormément de sujets dans ces 3 romans, et il nous parle de certains de ces sujets dans ce roman qui sont abordés avec beaucoup de finesse, beaucoup de justesse, beaucoup de bienveillance. Et voilà, je sais que je l'ai déjà fait, mais je compare Julien à Alia Cardin pour sa tendresse et pour tout ce qu'il met de lui dans ce livre et qu'on retrouve vraiment dans son écriture. On a l'impression d'avoir Julien dans ce roman, comme on a l'impression d'avoir Alia dans ses romans. C'est extrêmement fort, je trouve, et c'est pour ça que je compare ces 2 auteurs, cet auteur et cette autrice, qui pourtant sont bien différents sur beaucoup de points, mais se rassemblent sur cette capacité à rendre les gens heureux par leur sourire, par leur bienveillance, par leur sérénité. Voilà, donc un gros coup de cœur pour moi cette année, que je ne peux que vous recommander, et alors à lire en été au bord de la plage. C'est un roman qu'on dévore, qui fait 250 pages, et donc c'est parfait pour ce moment-là. Maintenant, un livre dont je vais vous parler sans vous parler, il s'agit de Les Heures incertaines de Karine Pitoki. Il s'agit du troisième tome du Rêve de nos mères. C'est un énorme coup de cœur, cette saga est un énorme coup de cœur. Pour vous situer un petit peu en globalité, on rencontre une multitude de personnages au travers du début du XXe siècle, entre 1900, 1910, et puis là on est en 1919. On suit une famille, leurs domestiques, leurs amis. On est vraiment plongé dans l'historique à travers l'Europe. On est en Angleterre, on est en France, on est en Russie, on est en Allemagne. C'est le monde entier que l'on traverse sur une fresque familiale historique absolument incroyable,
avec des touches féministes vraiment pointées et très importantes. Karine Pitoki a une écriture extrêmement immersive, extrêmement juste, très travaillée, et puis le travail de documentation est incroyable. Alors je vais pas vous parler de ce livre parce que c'est un 3e tome et que ce serait vous spoiler les 2 précédents. Ce que je peux vous dire, c'est que le 1er tome est tout petit, qu'il s'agit d'une introduction qui a été écrite pour le prix du livre romantique, mais que il est incroyable, et puis que passé ce 1er tome, le 2e et le 3e, qui sont des bricasses, sont absolument incroyables, sublimes. C'est ma saga, je pense, favorite, et je ne peux que vous la conseiller, donc n'hésitez pas à foncer, et ce 3e tome, bien sûr, se hisse dans mes coups de cœur de cette année. Le 10e roman dont je voudrais vous parler, il s'agit de Nuit d'orage à Haute-Rive, de Juliette Galliani. C'est publié également aux éditions Hurlevent, comme Les Fêlures de Wakefield Manor. Et ça a été une incroyable découverte. On est plongé à Lyon dans les années 50, donc en 1954, durant un été. Donc c'est parfait à lire en été, je vous en parle au bon moment. C'est un roman qui nous plonge auprès de Céleste, une future et domestique de Haute-Rive, qui est donc cette demeure à Lyon où vivent la famille Bellamy. Cette famille qui est un peu éparpillée, puis qui se retrouve l'été dans cette demeure pour pouvoir faire la fête, des dîners mondains, des tea time. Enfin voilà, c'est vraiment une famille d'aristocrates qui se retrouve, qui est en vogue. C'est chez eux que se passent les plus grandes fêtes, les plus belles fêtes. Et puis, on suit notamment Céleste, donc certains autres des domestiques. Et puis, on suit également les filles et cousines Bellamy, qui sont proches autant qu'elles sont éloignées, qui se tirent un petit peu dans les pattes. Il y a des questions de jalousie, c'est assez mystérieux. On a une espèce de compétition de qui sera la mieux vue, qui sera la plus haute. Je vais pas vous en dire plus sur l'histoire, mais ça a été un incroyable coup de cœur. Je l'ai d'ailleurs relu quand j'ai reçu ce livre en une soirée, une nuit et une petite matinée. Forcément, je l'avais déjà lu, donc en épreuve non corrigée. Donc là, ça a été une lecture assez rapide parce que je l'avais déjà lu. Mais ça a été un gros coup de cœur. On est un peu dans une ambiance Downton Abbey, et en même temps mystérieuse, et en même temps un peu à la Gossip Girl. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette écriture très travaillée. Cette ambiance un petit peu classique victorienne, tout en étant en 1954 en France. On aime les personnages autant qu'on les déteste. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur que je ne peux que vous recommander. On va finir par un livre que je viens tout juste de terminer et qui a été un gros coup de cœur. Il s'agit de Moi, Julia, un empire, une destinée de Santiago Posteguillo. C'est publié aux éditions Pocket. C'était précédemment publié aux éditions du Cherche Midi, où d'ailleurs le 2e tome est sorti, je crois, là, en mai ou en juin. C'est un roman absolument incroyable, un début de saga, en tout cas, où on suit Julia. Donc on est 192 ans après Jésus-Christ à Rome. Je vais pas vous en dire beaucoup, à part vous dire que c'est une période historique qui ne m'appelle pas forcément. Mais j'ai tellement entendu parler de ce livre qu'il fallait que je le lise. On m'en a parlé en tellement bien qu'il fallait que je le lise. Et ce que je peux vous dire sur ce roman, c'est que ça a été une incroyable lecture. Il fait 1000 pages, on ne voit pas passer les pages. C'est un livre, l'écriture est extrêmement travaillée, extrêmement intéressante, mais extrêmement fluide. On est plongé dans cette période de l'histoire, on apprend énormément de choses. La documentation est incroyable. Le travail de l'auteur a été fou. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement intéressant et en même temps extrêmement fluide en fait. Et puis avec une espèce de, je sais pas, une petite part humoristique, une petite part de, parfois de moments drôles par l'écriture en fait, par la narration du roman. Voilà, c'est la narration qui m'a plu, c'est le découpage qui m'a plu, c'est le rythme qui m'a plu. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre sur ce roman, je viens de le finir, donc c'est un petit peu dur de mettre mes idées en place parce qu'il fait quand même 1000 pages, mais je ne peux que vous conseiller ce roman si vous aimez les romans historiques, et même si ce n'est pas une période qui vous appelle de base. Moi, c'est vraiment pas une période que j'apprécie, mais là, ça a été incroyable. Voilà pour ce petit bilan de la mi-année 2023. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert de belles lectures. J'ai vraiment
essayer de vous parler de mes plus gros coups de cœur, de ne pas en laisser de côté. C'est pour ça qu'il y en a 11 et pas 10 ou 5. C'est que j'avais vraiment envie de vous parler pleinement et entièrement de tous ces romans. J'espère que ça aura pas duré trop longtemps. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ces livres, de faire un petit bilan de cette mi-année. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner aussi quelques-uns de vos coups de cœur de ce début d'année pour que j'aille voir un petit peu de quoi ça parle. M'en parler également aussi voilà, de vos ressentis et de s'il y a des romans comme ça que vous avez envie de me conseiller. Et puis moi, je vous fais des bisous et on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo.